moi, j'ai pas l'ego de l'entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai pas créé une boîte parce que je voulais absolument être entrepreneur. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire partie d'un projet, être dans une équipe. J'aurais jamais fait de l'entrepreneuriat toute seule, par exemple. Nous, on crée une boîte de vélo parce qu'on se dit, on sent des tendances, on se dit, il y a un problème qui doit être réglé et on pense que ça, c'est une bonne solution pour le régler. Qu'il y ait le Covid et que du jour au lendemain, les gens se mettent sur des vélos et que les collectivités, elles construisent 3 fois plus de pistes cyclables en kilomètres qu'est-ce qu'elles faisaient avant, ça, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. C'est juste que... C'était le bon timing. C'était le bon timing, ouais. C'est que la mobilité est passée d'un bien à un service. Ouais. Et du coup, en fait, maintenant, j'ai besoin d'un moyen de transport pour faire un trajet. Je vais prendre le moyen de transport le plus adapté. Et l'émergence du vélo et des autres modes de mobilité, ça s'inscrit dans cette révolution et ça l'accompagne. Mais la digitalisation de l'accès au transport en commun aussi, ça part toujours d'une volonté politique. Même s'il y a un service technique, si ce service technique il existe, c'est parce qu'à un moment l'élu il a dit moi je veux quelqu'un chez moi qui sache s'occuper du sujet vélo et qui sache me proposer des solutions vélo pour mon territoire. Moi ce que j'aime le plus c'est que en fait les gens quand ils montent sur le vélo, ils kiffent quoi. Franchement c'est une expérience de plaisir. Mon invité aujourd'hui c'est Amira Abera. Diplômée d'HEC, elle devient conseillère municipale de La Garenne-Colombes à seulement 19 ans. Elle rejoint ensuite la start-up d'objets de santé connectés WeThings, où elle gravit les échelons, s'occupe de toute la partie marketing digital et e-commerce. En 2017, elle cofonde Zouv, une start-up spécialisée dans le vélo électrique partagé, dont la force réside dans l'innovation technologique et la connectivité des vélos, pour notamment développer le vélo en libre service. Zouv évolue pour devenir 15, qu'Amira co-dirige encore aujourd'hui. 15, c'est la promesse pour les collectivités locales de déployer en 4 mois seulement leur propre service de vélo électrique partagé, avec une application mobile pour les administrés et des stations de recharge très peu encombrantes pour laisser la voirie la plus intacte possible. Basée en Ile-de-France, 15 conçoit, fabrique et déploie des services de vélo partagé partout sur le territoire. Ils sont présents dans 10 pays. Amira, bienvenue dans Changement de vitesse. Bonjour, merci de me recevoir. Alors Amira, c'était un pari très osé en 2017 d'entreprendre dans le vélo électrique partagé, puisque aujourd'hui on a l'impression que c'est naturel. Depuis notamment l'après-Covid, on a vu un énorme boom dans l'usage du vélo. En 2017, c'était quoi l'ambition et l'intuition même de départ ? Je pense qu'en 2017, avec mes cofondateurs, on avait déjà pour ambition de créer un projet on allait pouvoir utiliser notre savoir-faire autour de l'objet connecté. Et du coup, on a regardé un peu les opportunités, ce qui bougeait autour de nous. Et c'était pas encore tout à fait arrivé en Europe à cette époque-là, mais il se trouve que dans l'objet connecté, on est amené à souvent travailler en Chine et avec la Chine. Et on voyait déjà que par contre, en Chine, il y avait une révolution majeure parce qu'il y avait l'apparition des premiers services de vélos qui envahissaient les villes. Alors, c'était des dizaines de milliers de vélos qui étaient déployés sur les territoires. Donc, l'ambition initiale, c'était vraiment d'entreprendre encore dans les objets connectés puisque tu venais de WeThings. Mais ça aurait pu être donc complètement autre chose que la mobilité. Alors, moi, je suis arrivée en troisième parmi les cofondateurs. Et du coup, mes 2 cofondateurs, Éric Carrel et Arnaud Lerodalec, avaient justement déjà entamé cette réflexion autour de l'objet connecté et étaient arrivés sur le marché de la mobilité. Alors, il me semble qu'au début, la première idée, c'était de faire un cadenas connecté. Et puis, finalement, en observant le marché, ils se sont dit, il y a peut-être quelque chose à faire autour des services de vélo. Parce que ce qui se passait en Chine, c'était spécifique au marché chinois, mais en même temps, c'était intéressant parce que tout d'un coup, du jour au lendemain, on pouvait déployer un service de vélo dans une ville. En Europe, ce service-là existait depuis longtemps, avec le Vélove à Lyon, le Vélib à Paris, mais c'était des marchés très très complexes, qui requéraient aussi beaucoup de travaux sur la voie publique, et du coup, ça mettait du temps à se mettre en place. Oui, puis il fallait creuser des tranchées, faire venir de l'électricité, on devait bloquer énormément de place, etc. Alors, au fur et à mesure, ça a changé, puisque maintenant, 15, justement, vous avez toute une technologie, mais on y reviendra. Mais ça, en Chine, c'était déjà pas comme ça. Alors en Chine, oui, à ma connaissance, ils ont tout de suite démarré avec les services de vélo. Je ne sais pas si tu te rappelles, les Ofo, les Gobi Bike. Les ancêtres en fait, des Lime Dot, etc. qu'on a ici maintenant. Et en fait, en connectant le vélo, ils sont aperçus, qu'ils n'avaient pas besoin d'une infrastructure. 2, c'était aussi beaucoup plus facile à exploiter et à monitorer parce que l'objet connecté permet finalement de garder un lien permanent avec l'asset dans la rue. Donc on s'est dit, voilà, cette révolution, elle va venir
en Europe. C'est juste qu'elle ne peut pas venir en Europe comme elle a lieu en Chine. Ça a mis combien de temps avant, justement, c'est-à-dire que l'idée se mette en place, d'aller sourcer les bons matériaux, les bonnes techs, etc. Et à quel moment ça se met à vraiment démarrer? Pour te dire, alors nous, on a fait le choix chez 15 de tout développer en interne. C'est une question d'ADN, on est une boîte produit. Du coup, nous, on a fondé la boîte en juin 2017 et notre premier vélo, il était sur le terrain. Et c'était vraiment une première version, en janvier 2019. Donc, il y a eu plus d'1 an et demi de développement produit. Et on l'avait produit, 100 premiers vélos. On va les mettre sur le terrain et on va voir comment ça se passe. C'était où? C'était sur le plateau de Saclay, à l'époque. Grande terre d'innovation. C'est ça. Déjà des vélos électriques, mais ils fonctionnaient avec une toute petite batterie que l'utilisateur il gardait sur lui. Et heureusement, on a développé que 100 au début, parce qu'en fait, entre l'objet tel qu'il est dans notre tête et la réalité de ce qu'est un vélo qui doit rester 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans la rue avec les problématiques météorologiques, la météo, le vandalisme, il y a un monde, quoi. Et du coup, on a énormément appris sur ces 100 premiers vélos. Et puis, une fois qu'on a appris sur ces 100 premiers vélos, on a produit 1000 premiers vélos. Tu as senti d'entrée que c'était sûr que ça marcherait, ou tu as quand même beaucoup douté, aussi bien sur les barrières tech, collectivité, réglementaire, etc. Pour toi, c'était sûr que ça marcherait? En fait, je pense que ce qui était sûr pour moi, c'est les fondamentaux. C'est-à-dire, j'étais sûre que la qualité de vie en ville, c'était trop dégradé pour qu'on continue à vivre et à se déplacer tel qu'on le faisait maintenant. Et que le vélo apportait une réponse de qualité à cette problématique-là. J'étais sûre que ce serait une solution qui, à partir du moment où on proposait une expérience agréable à l'utilisateur, c'est-à-dire d'un service qui est fiable, confortable, sécurisé, sur lequel on peut compter, les utilisateurs allaient l'adopter. Ça, j'en étais sûre. Après, toutes les autres problématiques, c'est-à-dire l'exécution, le timing, ça dépend de ton travail, ça dépend des gens que tu recrutes, ça dépend aussi un peu de la chance, forcément. Entre une boîte qui fait x100 et une boîte qui reste à 1 pendant 10 ans, parfois c'est juste c'est vrai, c'est beaucoup de la chance, c'est beaucoup le destin, il faut aussi toi, tu penses l'accepter. Au-delà de la réalisation de l'entrepreneur qui va être bon, au-delà de la vision, au-delà de l'équipe, etc., ce facteur chance, il a quand même une grosse part aussi? Moi, je pense que dans tout, ce facteur chance, il a une grosse part. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on ne contrôle pas. Ouais. Et qu'en fait, tout notre travail, c'est de se mettre dans une situation où des choses positives peuvent nous arriver. Tu vois, c'est un bon exemple. Nous, on crée une boîte de vélo parce qu'on se dit, on sent des tendances, on se dit, il y a un problème qui doit être réglé. Et on pense que ça, c'est une bonne solution pour le régler. Qu'il y ait le Covid et que du jour au lendemain, les gens se mettent sur des vélos et que les collectivités, elles construisent 3 fois plus de pistes cyclables en kilomètres qu'est-ce qu'elles faisaient avant, ça, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. C'est juste que... C'était le bon timing. C'était le bon timing, ouais. Souvent, les entrepreneurs, en regardant un peu en arrière, il y a une erreur, un bug, quelque chose qui pourrait avoir ralenti un peu l'expansion, qui pourrait avoir changé complètement la donne. Pour toi, ce serait quoi l'erreur que vous ne commettriez jamais de nouveau si on recommençait là au début de 15? Je pense que typiquement, et ça c'est finalement quelque chose duquel on est revenu assez vite, mais quand on s'est lancé, au début on voulait tout faire. On voulait faire le produit et on voulait faire l'exploitation sur le terrain. Pour faire ça, il faudrait être une boîte d'opérateurs, quoi. Nous, on était une boîte produit, c'est-à dire que Arnaud et moi, on avait managé que des bacs plus 5 jusque-là. Mais c'est très tech, et une boîte ingénieur. d'investissement. Pour faire du produit, il faut investir, pas faire du cost-cutting, tu vois. Et en fait, se retrouver à une boîte finalement qui avait vraiment 2 aspects très différents de sa vie, cette partie produit et cette partie opérationnelle, c'était trop tôt dans la vie de notre entreprise. Que tu deviennes très fort sur ta partie de la chaîne de valeur et qu'après tu grossisses et que tu finisses par conquérir d'autres parties de la chaîne de valeur, ça fait sens. Mais d'essayer de tout prendre au début, ça demande des compétences qui sont trop différentes et on fait vraiment tout. On fait le contrôleur moteur du vélo, on fait la carte électronique, c'est nous qui l'avons conçue, chaque composant on le maîtrise. Donc la force de faire ça, c'est que forcément on peut modifier facilement, notre produit il apprend, c'est presque une intelligence artificielle, notre produit il évolue aussi vite que ChatGPT, franchement. Vous avez vite corrigé le tir à l'époque? Dès juin-juillet 2020, on a décidé qu'on allait devenir fournisseur de technologie et pas exploitant de services vélo. Ouais.
Et à ce moment-là, fournisseur de technologie, donc vous vous êtes mis un petit peu à aller voir les villes, les collectivités et à proposer de déployer des services. On est, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le bon timing. Là, aujourd'hui, vous êtes à combien de villes ou de collectivités qui utilisent les services 15 ? Mais vraiment, sur la technologie qu'on a montée de cette station ultra compacte, on va bientôt à une vingtaine de villes, là. Et ça continue de déployer. Le vélo, ça devait être un transport public. Ça devait faire partie des solutions. L'offre de transport public d'un territoire. De toute façon, en France en particulier, on aime bien les services publics, donc ça faisait sens particulièrement en France. Du coup, on s'est tout de suite intéressé aux appels d'offres et au marché public. La difficulté, c'est que les villes, c'est un sujet qui est très politique, le sujet du vélo, parce qu'il est dehors. Donc si c'est le bazar, s'il y a des vélos vandalisés, ça donne une mauvaise image. Exactement. Politiquement, ça se voit tout de suite. Donc, en fait, les villes, elles sont pas très en faveur de la solution innovante à ce moment-là, parce qu'elles se disent, elles préfèrent prendre un truc qui est rassurant, qui a déjà été testé des dizaines de fois. Donc, c'est très, très dur d'aller gagner ces premiers marchés. Et du coup, au début, on commence par des tout petits marchés, un premier élu qui nous fait confiance et qu'on va adresser avec une proposition de valeur que les autres n'avaient pas, qui nous était, moi, ma station, elle est ultra compacte, donc je peux vous la déployer partout, rapidement, et je peux vous la déployer aussi pour moins cher que les autres acteurs de vélo public. Et vraiment, en 4 mois, aujourd'hui, vous êtes en capacité de déployer un service de vélo partagé n'importe où. Ouais, franchement, en 4 mois, parce que aussi, ce qui prend le plus de temps, c'est l'électrification du réseau de stations. Donc, vous avez créé cette station de recharge hyper compacte. On peut la voir, d'ailleurs, en bas de vos bureaux. Vous êtes à Issy-les-Moulineaux. Et ça permet... avec seulement une toute petite borne qui est posée sur le côté et un système d'aimant, de recharger en fait tous les vélos. C'est-à-dire qu'on a jusqu'à 10-15 vélos comme ça, les uns à côté des autres, qui sont en stack. Donc à chaque fois qu'on arrive, on prend le dernier vélo de la file qui est aimanté et qui est rechargé donc à travers cette technologie d'aimant. Vous êtes les seuls dans le monde à avoir monté quelque chose comme ça ? Ouais, c'est une technologie qui est propriétaire. Je pense que son bénéfice principal, c'est premièrement le fait qu'elle prend très peu d'espace. Finalement, on la met sur l'équivalent d'une place de parking voiture, et sur l'équivalent d'une place de parking voiture, on va mettre 10 à 15 vélos. Donc le but, c'est de prendre le moins de place possible, Exactement. Le moins de travaux possible aussi. Et à travers ça, c'est aussi un des éléments qui vous ont permis de conquérir un peu une partie du marché. Oui, alors on a dû convaincre aussi sur la fiabilité de cette station. On nous a beaucoup demandé qu'est-ce qui se passe. Comme c'est un système où on prend systématiquement le dernier vélo, on ne choisit pas son vélo, qu'est-ce qui se passe s'il est en panne. Donc on a créé l'expérience utilisateur qui permettait de résoudre ce problème. Parce que on s'est dit, si on arrive à faire quelque chose qui prend moins de place et qui, du coup, résout cette question du partage de l'espace public. Ça permet aussi de réadapter, non ? C'est-à-dire que voir que finalement, à tel endroit, on était sûr que c'était le bon endroit pour mettre la station, mais finalement, on se rend compte que c'est 500 mètres plus loin, que tout peut se jouer, etc. Ça rend moins difficile le fait de se dire, ok, c'est pas grave, on bouge cette borne-là, on la met là-bas, puisque finalement, ça prend quelques centimètres carrés au sol. Donc, on peut se permettre de réadapter et donc d'être au plus près du besoin de l'offre. C'est ça. Surtout quand on n'est pas allé jusqu'aux travaux de raccordement. Nous, on a une station aussi. C'est marrant parce que pour recharger un vélo, il faut un tiers de l'énergie d'un micro-ondes. C'est 345 Wh versus 900 watts pour un micro-ondes. Du coup, ça marche. Tu vois, la prise que tu as chez toi, ta prise domestique, tu peux recharger un vélo avec ça. Et du coup, nous, on peut brancher notre station sur ce type de prise. Toute la station. Toute la station. D'accord, parce que tu parlais d'un vélo, mais là, tu pourrais... tu peux brancher. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est aussi, au lieu de faire le raccordement au réseau qui est à la fois demande un peu plus de travaux et qui est très coûteux, on propose de juste la brancher à un bâtiment, à un bloc électrique, potentiellement à un lampadaire, qui sont alimentés 24 heures sur 24. Du coup, de réduire beaucoup les coûts, mais aussi de faire quelque chose qui est effectivement beaucoup plus mobile. Dans les 5 dernières années, on sent quand même que vous qui êtes au milieu justement des appels d'offres, que le vélo c'est devenu incontournable ou toujours pas forcément ? Ah si, alors, honnêtement en France ça varie beaucoup d'un territoire à l'autre, d'une région à l'autre, il y a des régions qui sont beaucoup plus avancées que d'autres. Mais ça s'est généralisé sur le sujet. Ou pas forcément ? Mais oui, maintenant on sait, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les programmes des élections municipales là, on sait que c'est devenu un sujet incontournable de la politique de mobilité, que ce soit à travers le prisme service, comme nous on fait, service de VLS, service de location longue durée, vélo en gare, ou à travers le prisme aussi infrastructure, création de pistes cyclables. Donc oui, c'est un sujet qui est très important et sur lequel il y a beaucoup plus d'attentes de la part des citoyens et sur lequel les élus aussi sont de plus en plus engagés.
Alors maintenant, j'imagine bien que tu ressortirais pas de cette aventure parce que justement, on y est enfin. On est au bon moment de l'histoire pour que 15 continue de décoller. Mais est-ce que là, dans les dernières années, 2017-2025, dans les 8 dernières années, toi, en tant qu'entrepreneuse, tu as senti des moments où tu t'es dit, franchement, j'ai envie de reprendre un job salarié, tranquille, c'est trop violent, c'est trop dur. Que ce soit en plus en travaillant avec les villes, j'imagine que c'est des temps très longs, des commandes longues, de l'industrie, les vélos, etc. Il y a des moments comme ça où on se dit, tu sais quoi, le projet est bon, je pense que c'est sympa ce qu'on fait, mais là, c'est plus pour moi. Je dirais que tous les 6 mois, je me dis pourquoi est-ce que c'est pas plus facile, quoi. J'ai l'impression que tout est dur. Trouver des clients, c'est dur. Déployer, c'est dur. Satisfaire ses usagers, c'est dur. Franchement, il n'y a rien qui est facile. Est-ce que moi j'ai pas l'ego de l'entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai pas créé une boîte parce que je voulais absolument être entrepreneur. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire partie d'un projet, être dans une équipe. J'aurais jamais fait de l'entrepreneuriat toute seule, par exemple. D'accord. Si tu n'avais pas tes 2 cofondateurs, tu exactement. Moi, j'ai besoin. Moi, je suis une team playeuse. Mon sport préféré, c'est le foot. J'ai besoin d'être dans une équipe, quoi. Si le projet est dingue en salariat, que je fais partie d'une équipe de dingue et que ça fait sens, ça me dérangerait pas. Après, j'ai pas été tentée ces 8 dernières années parce que malgré la difficulté, moi j'aime bien ce qu'on fait parce que on fait un truc que je considère qui est relativement utile, en tout cas qui apporte un service aux gens, qui s'inscrit dans une démarche positive d'amélioration de la qualité de vie et de notre environnement. Et puis moi, ce que j'aime le plus, c'est que en fait les gens, quand ils montent sur le vélo, ils kiffent, quoi. Franchement, c'est une expérience de plaisir. Et le fait de diriger, au-delà du côté entrepreneur, mais le fait vraiment de diriger une équipe, de manager une équipe, ça, toi-même, tu as dû adapter des choses dans ta manière d'être, dans ta personnalité pour réussir justement à être la bonne dirigeante dont ta boîte avait besoin? Franchement, je ne sais pas si je suis la bonne dirigeante aujourd'hui ou si je suis une bonne dirigeante. Il faudra demander à des équipes, d'autant que je pense que j'ai un peu la réputation d'être un peu dure, honnêtement. Ah oui Après, moi, j'aime bien exigeante, j'aime bien les challenges, j'aime bien les défis. Et avec tes associés, vous avez bien partagé dès le début chacun sa zone ou pas forcément? On a nos périmètres, chacun. Donc Arnaud gère toute la partie produit, moi je gère tout ce qui est relatif au business. Mais dès que c'est un sujet quand même stratégique, que ce soit un sujet produit ou que ce soit un sujet business, on en parle évidemment tous les deux. Moi, c'est comme je te disais, moi je travaille en équipe. J'ai pas envie d'être toute seule sur mon périmètre et de décider toute seule. Donc quand c'est stratégique, on en parle à deux. Si à un moment on arrive à une impasse, comme ça peut être le cas, à un moment on se dit le meilleur moyen de trancher, c'est de dire on fait confiance à l'expert sur le sujet, quoi. Et mutuellement on se met d'accord pour se dire sur ce sujet-là on se fait confiance et on y va comme ça, quoi. Et puis quand on a fait aussi la fusion avec Smooth, il y a Benoît qui est arrivé, qui était le CEO de Smooth et qui on a aussi construit une relation de travail à 3. Ça fonctionne bien. C'est très compliqué parce que parfois quand on est exactement sur les mêmes rôles, automatiquement les visions, si elles diffèrent, ça devient compliqué, alors que si chacun a bien sa ligne en face, ça permet aussi d'avancer de manière plus sereine et d'être plus constructif, quoi. De manière plus générale, vous avez accompagné un mouvement incroyable comme jamais connu en 5 ans sur la mobilité. Franchement, il faut rappeler que dans les derniers siècles, à part l'automobile, il n'y a pas eu une révolution aussi énorme depuis, 150 ans, que là, on voit dans la rue des vélos, des trottinettes, des gyropodes, il y a le covoiturage, il y a l'autopartage. Enfin, la digitalisation a apporté beaucoup, mais de manière plus large, toi, comment tu vois l'évolution de la mobilité urbaine en France? Alors, urbaine et pas que urbaine, puisque vous avez aussi, d'ailleurs, et je trouve ça assez génial, vous avez monté une offre plus longue durée. Alors, 2 types de longue durée, parce qu'en fait, il y a le vélo en libre service, vraiment, je prends mon vélo une demi-heure, je le repose ailleurs. Vous avez aussi monté une offre à la sortie des gares pour garder le vélo pendant 12 heures. Je sors du train, je prends le vélo avec mon abonnement de train, je le gare chez moi, parce que ce n'est pas des zones hyper urbaines pour avoir des stations partout. Et quand je reviens le lendemain matin prendre mon train, je pose le vélo. Et donc ça, c'est une des offres. Et il y a une autre offre vraiment longue durée, type location pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, etc., quoi. Ouais. Alors nous, c'est ce qu'on appelle le réseau vélo augmenté. C'est l'idée avec une même plateforme technologique de pouvoir remplir plusieurs services vélo.
Avant, les services vélos, c'était très cloisonné. Il y avait le vélo en libre service et le vélo en libre service, il fallait que le vélo il soit comme ça. Il y avait le vélo en location longue durée et puis il fallait que le vélo il soit comme ça. Et nous, on a lancé en France le vélo en gare. Et nous, on s'est dit, en fait, l'utilisateur, lui, il veut un truc fiable, qui pédale, qui soit confortable et qui soit agréable. Et le jour où il va en faire son moyen de transport du quotidien, qui va s'acheter son vélo, qui va décider d'investir 2 000 ou 3 000 euros dans l'achat d'un vélo, il décidera de s'il veut un vélo normal, un long tail, s'il veut 7 vitesses, 3 vitesses, un dérailleur, pas de dérailleur. Il prendra toutes ces décisions-là. Pour le convaincre de mettre au vélo, ce qu'il faut lui offrir, c'est une expérience facile et agréable. Et ça, nous, le produit qu'on a développé, il est conçu pour ça. En fait, tu penses qu'on est au début d'une révolution ou tu penses que ça y est, là, on est vraiment en plein dedans et que ça bouge dans tous les sens en termes de mobilité, d'ailleurs, de manière générale, pas que vélo, quoi. Je pense que c'est une révolution qui est lente, honnêtement, parce que ça touche à l'infrastructure, ça touche à la voie publique, c'est des sujets qui sont politiques. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un bouleversement en 1 an ou en 2 ans. Il y a plein de contraintes réglementaires. C'est déjà allé hyper vite. C'est déjà allé hyper vite, ouais. Incroyable. Les offres se sont adaptées, les usagers se sont adaptés. Mais moi, je pense qu'effectivement, le sens de l'histoire, c'est ça, c'est d'avoir le mode de transport adapté à son besoin. Ça ne veut pas dire que la voiture va disparaître. C'est que la mobilité est passée d'un bien à un service. Ouais. Et du coup, en fait, maintenant, j'ai besoin d'un moyen de transport pour faire un trajet. Je vais prendre le moyen de transport le plus adapté. Et l'émergence du vélo et des autres modes de mobilité, ça s'inscrit dans cette révolution et ça l'accompagne. Mais la digitalisation de l'accès au transport en commun aussi. Le fait que maintenant, vous puissiez prendre une app et regarder quand est-ce que passe le tramway, quand est-ce que passe le métro, c'est aussi ça qui permet que les gens vont davantage utiliser les transports en commun. On est passé du petit tableau des horaires quand on était petit exactement. À l'application, c'est vrai que ça change tout. Il y en aura un entre les 11 et 13 minutes. Oui, exactement. Mais tu ne savais pas si c'est 1 minute qui est passée ou si c'était déjà 10 minutes. Tu es amené, de par justement votre déploiement, etc., auprès des villes, à parler avec beaucoup d'élus locaux. Habituellement, c'est qui votre interlocuteur principal dans la ville ? C'est quel rôle ? C'est région, communauté de communes, communauté d'agglomération, métropole. Très clair. Toutes les autorités organisatrices de la mobilité, grosso modo. Et vous, quand une collectivité justement va vouloir travailler avec vous sur le projet en lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui va changer entre un projet qui peut réellement marcher ou quelque chose qui est voué à l'échec ? Nous, déjà, on a développé une certaine expertise aussi dans l'accompagnement des collectivités, c'est-à-dire qu'on leur fait une étude d'abord d'implémentation pour leur dire combien de vélos il faudrait sur leur territoire. Ça nous est déjà arrivé de dire à des villes, à des collectivités, en tout cas, à cet endroit-là, ça fait pas de sens. Vous allez mettre des vélos, mais ce sera pour décorer, quoi. Ce sera pas vraiment pour être utilisé. Parce que aussi, si vous avez 0 infrastructure par ailleurs, que vous avez juste une nationale à 90 et que ou à 80 maintenant, je sais plus, et que les vélos peuvent pas se sentir en sécurité, ce sera pas utilisé. S'il n'y a pas de bassin d'emploi, ça fait pas forcément sens. Mais du coup, maintenant, on a d'abord une étude préalable où on va recommander à la collectivité, quelle est la taille idéale de la flotte, où est-ce qu'il faut mettre les stations, combien ça va générer d'usage, du coup combien ça va générer de recettes aussi. Et à partir de cette étude-là, on co-construit le service avec la collectivité. Oui, donc en fait, quand vous êtes, à partir du moment où vous entrez en contact, il y a vraiment toute une partie presque consulting, d'implémentation d'un service de vélo dans la ville, dans la collectivité, avant même de commencer à discuter de quoi que ce soit. Oui. Maintenant, il y a un vrai projet d'aménagement du territoire. Le but, c'est de faire en sorte de mieux répartir pour que ça soit le plus utilisé possible. Mais sachant encore une fois, on y revient, que votre borne, en fait, votre station qui est hyper légère à poser, ça aide aussi à aller proposer plusieurs points d'ancrage plutôt qu'un seul fat point, quoi. Exactement. Et puis en plus, la donnée aussi. Joue beaucoup, ça nous aide à comprendre où est-ce qu'il y a de l'usage, où est-ce qu'il y a de la demande et qu'il n'y a pas d'offre qui y répond. C'est comme ça que vous montez au fur et à mesure en puissance une fois que vous avez le plus de données, ou bien dès le début il faut quand même être assez costaud quand on arrive ? Je pense qu'il faut une certaine
taille critique au démarrage, mais qui n'est pas forcément très grosse. Mais typiquement, par exemple, une agglomération comme Épinal, on a commencé à 150 vélos. Maintenant, ils sont à 660 vélos et ils vont encore agrandir la taille de la flotte. Parce qu'au fur et à mesure, ils se sont aperçus que ça marchait et en déployant le service d'année en année intelligemment. Oui, c'est ça, c'est intelligent, je trouve, parce qu'ils déploient en fait step by step. Exactement. Sans trop se presser. Mais ça ne crée pas de la frustration quand tu vois... c'est-à-dire quand il y a un usage et que finalement les gens, et côté utilisateur, et même vous côté 15, de dire mince, c'est hyper utilisé et tout, faut qu'on accélère un peu, mais la collectivité qui dit nous on a notre timing. Non, je dirais franchement, les collectivités, elles sont limitées par leur capacité budgétaire en fait, essentiellement. Quand on présente à un élu un service qui marche, qui a un succès populaire, il a envie d'investir dedans. Donc, il le fait au rythme de ses capacités et de ses moyens financiers. Mais quand ça marche bien, en général, les collectivités, elles ont envie de poursuivre l'aventure. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans une agglomération, il y a plusieurs villes. La plupart du temps, en France, il y a une ville-centre et puis plein de villes autour. Et c'est la ville-centre qui prend le leadership et les villes autour qui disent « Ouais, je sais pas trop, on verra, je suis pas sûre ». Et qui, au bout d'un an, disent « Moi aussi, je veux une station, moi aussi, je veux une station ». Ouais, c'était une question que je me posais. Ça se diffuse, en fait, au fur et à mesure sur le... Ouais, c'est-à-dire que ça part vraiment d'un épicentre et puis ça s'ouvre. Exactement. Il y a vraiment une expansion. Alors, on arrive à croître par... augmentation de la densité sur un terrain, mais aussi par expansion et par multiplication du service aussi. Donc, on faisait que du vélo en libre service. On va rajouter de la location longue durée ou du vélo en gare. Et donc, eux-mêmes viennent et vous contactent. C'est-à-dire, il y a une partie où c'est même pas vous qui allez proposer aux villes. C'est eux-mêmes qui vous disent on a vu ça dans telle autre ville, comment ça marche ? Je dirais qu'on a quand même un boulot de commercial. Il faut faire l'effort d'aller démarcher les villes, mais il y a des moments de rencontre et d'échange. Aujourd'hui, des salons comme RNTP, etc. Le salon Agir, les villes, elles viennent en recherche de ces solutions-là. Et nous, on vient leur montrer ce qu'on est capable de faire. Moi, j'ai jamais eu l'habitude, honnêtement, de travailler en direct avec les collectivités. Dans la négociation, j'imagine que c'est très différent. Les appels d'offres, etc., par rapport à une négociation entre deux entreprises ou bien au fait de fixer un prix pour un consommateur. Et est-ce que ça a été aussi une difficulté à surmonter quand vous avez lancé cette boîte ? Et est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a des non-dits un peu entre les acteurs publics ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut apprendre à parler un nouveau langage ? C'est un vrai savoir-faire de répondre à des appels d'offres. Ouais. Du coup, moi, je sais qu'au sein de la société, j'ai constitué une équipe appel d'offres, justement pour créer ce savoir-faire chez nous. Il y a une vraie stratégie dans la réponse qu'on fait. Le prix, ce n'est pas un indicateur marketing. On est jugé sur une formule qui dit que si on est 10% plus cher que le concurrent, on a 10% de points en moins. Et inversement. Alors même que ce que propose potentiellement le concurrent n'est pas comparable. Tu vois, on parlait des stations ou du vélo en lui-même, de la connectivité des applis. Automatiquement, le prix va être un facteur qui vous fait perdre des points, quoi qu'il arrive, si vous êtes moins bon que le concurrent. Ah oui, à partir du moment où tout le monde est conforme au cahier des charges, quelle que soit la solution, et derrière, il y a des points aussi sur la partie technique qui permettent évidemment de ne pas systématiquement choisir le moins cher, mais le prix est un indicateur important. C'est pas... Si tu veux, tu peux pas te permettre d'être 2 fois plus cher que ton concurrent, même si ta solution, elle est 2 fois meilleure. Et aussi parce que les collectivités, elles ont pour obligation de bien utiliser les deniers publics. Et j'ai envie de dire, en tant que contribuable, ça te va bien. Je les en remercie. Et de pas dépenser leur argent n'importe comment. Après, nous, on est aussi référencés à la CATP. Donc, du coup, ça nous permet, donc la centrale d'achat des transports publics, de conclure des contrats de gré à gré avec les villes. C'est une négociation qui est un peu différente, mais pas moins exigeante. La ville, elle veut toujours... C'est un client exigeant qui veut le meilleur service au meilleur prix. On n'arrive pas comme ça dans le marché B2G, quoi. C'est vraiment un travail, travail, il y a un vrai c'est une apprentissage, constitution d'équipe, etc. Il y a un vrai apprentissage sur les appels d'offres. Au fur et à mesure, j'imagine que on part de l'interlocuteur très technique, mais au fur et à mesure, on arrive sur l'élu qui, lui, va communiquer aussi sur le fait d'avoir mis en place ce genre de service. Il y a un ou une élue qui t'a particulièrement bluffé là, ces dernières années sur la mise en place de quelque chose avec une volonté réellement forte de déployer des services ? Ça part toujours d'une volonté politique. Même s'il y a un service technique, si ce service technique il existe, c'est parce qu'à un moment l'élu il a dit moi je veux quelqu'un chez moi qui sache s'occuper du sujet vélo et qui sache me proposer des solutions vélo pour mon territoire. Donc qu'on soit en direct ou pas avec l'élu, il n'y a pas de projet s'il n'y a pas de volonté politique de créer un projet autour du vélo. Sur des élus en particulier, il y a plein de super élus.
Nous, on espère que tous nos élus seront réélus pour les municipales grâce au succès du service fourni par 15. Mais je pense par exemple à Crescent Marot, le président de l'agglomération de l'Auxerrois. Jean-Luc, c'est vraiment le chef d'entreprise. C'est-à-dire, il dirige son agglomération, mais vraiment comme un entrepreneur. C'est-à-dire qu'il a décidé qu'on allait faire ce projet-là et il met tout en œuvre pour l'exécuter du début à la fin. Ce qui fait qu'avec lui, ça a été super efficace. On lui a pitché le truc, il a été convaincu, il a dit « Ok, ça prend du temps parce que l'administration, ça prend toujours du temps, mais en 1 an, c'était déployé sur le terrain. » Vous avez pitché directement à l'élu, là, dans ce cas-là. Là, cette fois-ci, on avait pitché directement au C'est président. rare, j'imagine, non? C'est rare, ça arrive. Ouais. Franchement, dans tous les cas, il faut à un moment convaincre l'élu. Donc, si on le rencontre dès le début, c'est mieux. Sinon, ça vient plus tard. Tu as parlé de volonté politique. Il y a une loi qui a changé le monde de la mobilité en France, je pense, en 2018-2019. C'est la LOM, la loi d'orientation des mobilités. Toi, si là, tout de suite, tu avais carte blanche pour reprendre un point de la LOM et le modifier, ça serait quoi? C'est-à-dire, si tu pouvais réécrire un point qui, selon toi, devrait être indispensable dans la loi mobilité, ce serait lequel? Je pense qu'aujourd'hui, le seul truc qui est dommage, c'est que il n'y a pas d'obligation, quand on est une collectivité ou une AOM, en tout cas, d'avoir une partie du budget qui est réservée à des mobilités douces. Que ce soit via les services, mais ça peut être aussi la promotion des mobilités douces. Il y a des choses qui me semblent autour du parking vélo et du stationnement vélo, mais pas autour des services. Donc, si elle avait été un peu plus performative dans le fait de dire il doit y avoir une partie de l'argent qui réinjecter l'argent dans les mobilités douces. Un ratio, en fait, obligatoirement à réinjecter dans la mobilité douce. Je pense que ce serait, ça nous arrangerait davantage. En tout cas, ce serait plus bénéfique pour nous. Oui, ça permettrait à mieux déployer. Aujourd'hui, en fait, la grande majorité de ces financements-là sur les transports au niveau des collectivités, ça va aller beaucoup sur de la voirie et sur des services type autobus, etc., ferroviaire aussi. L'avantage, c'est que la mobilité a son propre impôt avec le versement mobilité des entreprises. D'accord. Donc, typiquement, là, on est dans une période qui n'est pas simple pour les collectivités parce qu'il y a une baisse attendue des dépenses publiques et il y a aussi une incertitude. Comme finalement, on ne sait même pas quel va être le budget final, elles ne savent pas combien on va leur enlever de subventions et du coup, c'est difficile pour elles d'engager des dépenses. Donc, on a vu quelques projets tomber à l'eau à cause de ça ou alors être décalés à l'année prochaine ou pour plus tard. Mais comme, malgré tout, les AOM collectent leur propre impôt avec le versement mobilité, elles sont quand même relativement indépendantes sur leur budget. C'est juste qu'aujourd'hui, sur ce versement mobilité, oui, il peut être utilisé pour du bus, pour du tramway, pour du métro, pour du TAD, pour du covoiturage. Mais il n'y a pas forcément quelque chose qui dit, faut qu'il y ait au moins 10-15% qui soient engagés en faveur soit des mobilités partagées, soit de la mobilité douce. Même si elles le font naturellement, elles investissent de plus en plus vers du transport vert, du transport autonome, elles aiment bien aussi un peu innover. Mais si j'avais le choix, si moi j'avais écrit la loi, j'aurais été un peu plus performatif sur le sujet, parce qu'on sait qu'à la fin, le nerf de la guerre, c'est l'argent, quoi. Tu as monté Zoov il y a 8 ans, mais vos services aujourd'hui sont déployés depuis 5 ans, 6 ans. Là, dans les 5-6 prochaines années, comment tu vois les choses? Il faut encore améliorer les produits, etc. Ou c'est vraiment, il y a besoin de déployer plus de villes? Nous, on a un enjeu, je pense, en tant qu'entreprise, on est bien positionné maintenant comme un acteur assez leader en France. On aimerait bien aussi conquérir d'autres pays. Donc, on a une ville en Espagne, une ville en Allemagne maintenant avec Augsbourg, mais on aimerait bien s'étendre aussi sur ces territoires-là. Il y a quelque chose sur lequel 15 a investi, c'est le vélo en gare. Moi, je suis persuadée, on a peut-être la meilleure architecture de train du monde en France. Moi, je me dis, pas mettre des vélos à la sortie des gares, c'est une perte de potentiel énorme. Ce concept du vélo en gare, je l'ai trouvé incroyable. Moi, je l'ai découvert il y a 1 an. Je trouve ça, vraiment, c'est une idée aussi simple que géniale de se dire, on pose des stations et en fait, on va casser un peu le modèle du vélo en libre service en disant tu le prends pas pour 10 minutes, une demi-heure, tu vas le prendre, tu le ramènes demain matin. Et effectivement, ça change tout, quoi. C'est-à-dire, ça permet aux gens de plus venir en bagnole jusqu'à la gare avant de prendre leur train, mais de venir en vélo. Au final, c'est le même produit, c'est le même vélo, la même station. C'est le logiciel qui est un peu différent. C'est ça aussi l'avantage des objets connectés, c'est qu'en changeant le logiciel, on peut créer une offre qui est totalement différente. Mais ce truc, on l'a pas inventé. Genre les Pays-Bas, ils ont
36 000 vélos en gare. La Belgique, ils ont des milliers de vélos en gare. Les pays qui font sérieusement du vélo, ils ont réglé le problème du vélo-train. Une dernière question. Tout à l'heure, on a parlé des conditions météo, du vandalisme. Tu as dit que justement vous étiez en Allemagne, par exemple. Est-ce qu'on voit une grosse différence dans l'usage, dans la manière aussi dont c'est reçu sur place? Est-ce qu'il y a plus de vandalisme en France, pas plus? J'ai l'impression ici que, par exemple, quand se sont installés des services type Lime, etc., il y avait tout ce truc avec les trottinettes qui finissaient dans la Seine. Et je me dis, est-ce que c'est franco-français ce truc ou pas forcément? Écoute, en Allemagne, on n'a pas de vandalisme, ça c'est vrai, mais on a une ville, donc je pourrais pas te dire, j'en fais pas un phénomène statistique pour autant. En France, ça dépend beaucoup d'une ville à l'autre. C'est très difficile de tirer des conclusions. Il y a aussi un effet nouveauté. Il y a plus de vandalisme au démarrage qu'à la fin, parce que voilà, ils testent le service, une fois que ils essaient de voir les limites. Voilà, il y a plus de vandalisme le jour du Nouvel An, et il y a plus de vandalisme le premier jour des vacances scolaires d'été. Ça y est, il n'y a plus d'école, on est heureux, on est dehors, et il y a forcément plus de vandalisme quand les gens sont dehors que quand les gens ils sont à l'intérieur. Pour nous, c'est une donnée du business, le vandalisme. On n'est pas un pays de vandales. Non, voilà, mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu un truc, quand je voyais toutes les trottes dans la Seine et tout, je me disais, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? Et je me suis toujours demandé, et vu voilà, vous, à travers 15, tu as quand même cette observation un peu plus large. Je me suis toujours demandé, mais est-ce que c'est que chez nous ou pas, quoi? Est-ce que c'est qu'à Paris? Est-ce que c'est qu'en France? Est-ce que c'est, tu vois? Ouais, écoute, c'est vraiment pas la même chose d'une ville à l'autre. Ça dépend. Il y a des villes où on a pas mal de sujets de vandalisme et des villes où on n'en a pas du tout. Bon, Amira, je balancerai pas. Je balancerai pas les villes. Amira, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Beaucoup encore de villes à conquérir pour 15. Et en France et à l'international, beaucoup de concepts à déployer. Bravo pour tout ce que vous faites jusqu'à maintenant. Et puis, on vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup.